on a l'impression de vivre un jour sans fin. Ça n'en finit pas, cette sélection des premiers ministres. Ça va être un des sujets dans Toute Liberté, puisque vous le savez, c'est maintenant l'heure dans Toute Liberté sur LCI. Une heure de décryptage et de débat sans tabou et sans langue de bois. En somme, en toute liberté, comme son nom l'indique. On est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Et si le meilleur politologue du moment, c'était Patrick Bruel? Hier soir à la télévision, Sébastien Lecornu avait perdu Matignon et Léa Salamé avait perdu sa voix, cassé la voix et son couplet prémonitoire. Les amis qui s'en vont et les autres qui restent, se faire prendre pour un con par des gens qu'on déteste, les rendez-vous manqués et le temps qui se perd. C'est à peu près ce qu'a dit l'éphémère mais très digne Premier ministre démissionnaire avant de conclure: j'ai tout essayé mais ma mission est terminée. Il n'y avait ni colère ni drame, juste une immense fatigue comme un constat d'impuissance et qui sait peut-être une lueur, la possibilité de trouver un chemin, de tracer la voie V-O-I-E. Ça n'arrive qu'en France. Et puis on parlera aussi de Robert Badinter, l'honneur de la politique, et de Trump, imprévisible homme de paix. En toute liberté, c'est tout de suite sur LCI. Et tout de suite, avec moi sur le plateau, Blanche Leridon. Bonjour Blanche, bonjour. Vous êtes directrice éditoriale à l'Institut Montaigne. Merci d'être là, ça nous fait bien plaisir de vous revoir. Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, vous êtes The Christophe Barbier. Guillaume Audat, grand reporter, spécialiste des questions internationales, et on va avoir besoin de vous pour comprendre ce qui se passe à Gaza, Guillaume. Et puis, le journaliste qui tombe à pic, Louis Osalter. Bonjour. Vous signez La foudre et les cendres, Macron, les secrets d'une succession inédite, on a envie de dire presque impossible, aux éditions... Interdite. Oui, interdite. Et impossible. Et inédite aussi. Et inédite. Aux éditions de l'Observatoire. Alors, je le disais tout à l'heure, pendant que le pays cherche encore sa voie, Emmanuel Macron, lui, cherche pour la 8e fois son Premier ministre, Louis, 48 heures, ou un peu moins maintenant, pour trouver celui ou celle qui pourra constituer un gouvernement, rédiger un budget, apaiser les Français si inquiets. C'est une mission impossible, Louis? Alors Emmanuel Macron, déjà, quand il cherche un Premier ministre, c'est toujours très difficile, très laborieux, très compliqué. En fait, Sébastien Lecornu, qui est sur la sortie, ça a été le plus facile à nommer quelque part. Il a déjà failli l'être fin 2024 et Bayrou... C'était un peu Poulidor, Sébastien Lecornu, parce qu'il a failli l'être... Il était dans la salle d'attente depuis longtemps, il a fini par réussir à avoir son rendez-vous chez le médecin, qui n'a pas duré longtemps, au passage. Mais ce qu'il faut comprendre chez Emmanuel Macron, c'est quand même un homme qui a un rapport à la décision et à la nomination notamment, qui est très compliqué. Et dans mon livre, je consacre un chapitre à l'été 2024. Vous savez, c'est l'été qui suit la dissolution. On sort d'un pays un peu traumatisé par cette dissolution surprise, ces législatives qui ne donnent rien de très clair, et qui ensuite se plonge dans les Jeux Olympiques et qui se met un peu en vacances de la politique pour un certain temps. On n'y est plus. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, lui, cherche un Premier ministre. Par exemple, quelqu'un qui a failli être Premier ministre à ce moment-là, mais ça se sait peu, s'appelle Jean-Dominique Sénard, c'est le président de Renault, ancien patron de Michelin. Un plan mirifique. Ah, mais il a été Premier ministre aussi. Il a été Premier ministre. Il y a même Nicolas Sarkozy, vous racontez, qu'il appelle pour le féliciter. Il lui dit c'est vraiment 99% sûr. C'est quand même... Non, mais c'est vraiment incroyable. Donc là, on risque de revivre des moments comme ça, vous voyez, dans ces circonstances. Christophe. Il y a un vrai problème avec ce directeur des ressources humaines du pays qui s'appelle Emmanuel Macron depuis 2017. Il a cumulé les erreurs. Cumuler les erreurs dans ce type de nomination, pas les bonnes, pas au bon moment, versatile, écoutant les mauvaises personnes. Je crois qu'il a commis une première erreur en s'entourant à l'Élysée, comme je vous le disais hier ou avant-hier, de ceux qui avaient fait sa campagne victorieuse en 2017. Conquérir le pouvoir, exercer le pouvoir. Mais ils sont partis, ceux-là, Christophe. Antagonistes. Ils sont partis, mais ils sont partis tard. Il a fallu l'affaire Benalla, il a fallu les Gilets jaunes pour que tout doucement, ils commencent à se délester un par un de cette équipe de la conquête. Mais là, il reste les purs courtisans. On a fait un hold-up. Et donc, par qui les a-t-il remplacés? Est-ce qu'il les a remplacés par des élus locaux expérimentés, par des spécialistes de l'opinion, par des conseillers qui osent dire au président, là, vous faites n'importe quoi? Non. Il y a un mélange, en effet, de courtisans. Il y a un mélange aussi de gens qui sont de très bonne volonté, de très grande qualité intellectuelle, mais qui se sont coupés du pays, qui n'ont pas cette légitimité. Et là, je pense qu'il a commis une véritable erreur. De Gaulle, c'était simple. Il disait, c'est des diplomates et des militaires à l'Élysée. Le reste, c'est pour le gouvernement. Ce qui n'était pas complètement idiot, exactement. Christophe, pardon. Mais... Ça s'est compliqué au fur et à mesure des présidents. Regardez sous François Mitterrand, son premier cabinet. Vous avez des conseillers qui s'appellent Elisabeth Guigou, François Hollande, Ségolène Royal, Hubert Védrine, Michel Charasse, et d'autres, j'en passe, et des meilleurs peut-être. Vous voyez le parcours de ces gens? C'était quand même exceptionnel. L'équipe de Macron 2017, ça a donné combien de grands ministres? Combien de présidentiables? 0. Ah, voilà. Blanche. C'est lié aussi à la structure partisane qui s'est considérablement délitée. C'est-à-dire que
Les partis en général se sont délités et le sien en particulier n'a même jamais véritablement existé. Il y avait eu un moment où le parti était bien doté financièrement. D'ailleurs, vous le rappelez dans votre livre, parce que c'est un chiffre qu'on oublie souvent, cette déferlante de près de 300 députés macronistes qui arrivent à l'Assemblée nationale d'argent derrière, ouais. En 2017. Et ça, il faut savoir que comme les budgets des partis sont corrélés à leur victoire aux élections nationales et législatives en particulier, il y a eu un moment où Emmanuel Macron aurait pu décider de réinvestir tout cet argent-là, de structurer un parti fort et donc d'y créer potentiellement un réservoir de talents et d'investir cette dimension-là partisane, et d'ailleurs qui n'est pas sans lien avec la succession, parce que c'est à partir du moment où vous avez un parti structuré, solide, avec des implantations un petit peu partout dans le pays, pour sentir aussi le pouls de vos concitoyens, que vous pouvez penser plus sereinement à la suite. Or, il ne l'a pas fait. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui, encore une fois, et vous le disiez au début de l'émission, dans un moment qui paraît terriblement et désespérément répétitif, avec, je le rappelle quand même, la semaine dernière, on prétendait qu'on était dans le moment le plus parlementaire de la Ve République. Aujourd'hui, tout est à nouveau cristallisé autour d'une figure présidentielle dont on attend tout, et je pense qu'il nous regarde. Ça ne lui déplaît pas particulièrement, et donc à nouveau, les yeux sont rivés non plus vers Matignon, mais vers l'Élysée. Et puis en plus là, alors les agendas évidemment s'arrangent un peu avec le hasard, mais avec la panthéonisation de Badinter dont on va parler à nouveau, il va pouvoir se mettre en scène dans une figure présidentielle jupitérienne avec du surplomb, du recul, et donc bien sûr tout ça va créer un contraste immense entre les petites querelles politiciennes qu'on a pu observer ces 72 dernières heures et puis sa prise de parole en majesté pour faire accéder Badinter à l'éternité. Selon le dernier baromètre Elab, quand même, 82% des Français déclarent ne pas faire confiance à Emmanuel Macron comme président, dont 59% des Français pas du tout, c'est-à-dire 11 points de plus contre septembre, un record qui explose, celui de la crise des Gilets jaunes. C'est pas une crise d'impopularité, c'est une crise d'hostilité contre le président. Oui, et puis en fait, on atteint un point qu'on n'avait jamais atteint avec ses prédécesseurs. Même François Hollande, un ancien Premier ministre, François Hollande, ne lui a jamais demandé de partir, par exemple. Vous voyez ce qui s'est passé avec Édouard Philippe cette semaine. Donc on atteint quand même des niveaux inédits. Alors, il y a évidemment il y a tout le passif accumulé par l'usure du pouvoir. Ça, c'est plus un classique. Ce que je rappelle aussi dans mon livre, c'est que les fins de règne présidentielles, ça répond au canon de la tragédie classique. C'est racinien. Il y a un personnage principal qui est condamné d'avance, il est maudit, ses amis s'en vont, les courtisans désertent les lieux, et derrière, de plus en plus d'acteurs, de personnages secondaires, complotent dans son dos pour prendre sa place. C'est exactement ce qui se passe contre Gabriel Attal et Édouard Philippe. Mais là, il y a plus que ça. C'est pas seulement une fin de règne classique, c'est lui qui a accéléré sa propre fin de règne 2 ans seulement après avoir été réélu. 3 ans avant le terme de son mandat. Donc cet été 2024, où il dissout l'Assemblée nationale avec le résultat que l'on sait, précipite absolument tout ce qui devait être crépusculaire dans la fin de règne. Que la dernière année soit une fin de règne, c'est normal. Que ça soit crépusculaire, que l'Élysée devienne une forteresse avec les derniers courtisans, c'est assez normal, c'est classique. Mais là, il a encore 1 an et demi à tenir avant la fin de son mandat, et on a l'impression qu'il y a déjà quasiment plus personne à l'Élysée, et vous avez vu que chaque jour apporte son nouveau franc-tireur qui tire sur le président, y compris des gens qui l'ont servi auparavant. Donc tout ça est totalement inédit. Si on revient à la sélection du Premier ministre, là c'est l'objet de notre discussion, on cherche Premier ministre désespérément. Dans ses choix, il y a quelque chose de presque psychiatrique, non ? Oui, alors il y a la versatilité que soulignait évidemment Christophe. Il y a en effet cette... comment dire ? Il aime bien effectivement que les regards soient tournés vers lui, et c'est ce qui va se passer aujourd'hui avec la panthéonisation de Robert Badinter. C'est qu'il y a un moment solennel qui s'intercale de manière incongrue, mais le calendrier est comme ça, dans une crise politique et politicienne, où on va le scruter en espérant une allusion. Souvenez-vous, réouverture de Notre-Dame de Paris. Bien sûr, à chaque fois, oui. Il n'y a pas de gouvernement à ce moment-là. Ouais. Et Emmanuel Macron aime bien ces moments-là. C'est vrai qu'il aime bien parce que on est suspendu à lui, on est suspendu à ses lèvres. Et en effet, la Ve République fait que c'est lui qui décide. Donc,
c'est peut-être le moment le plus parlementaire de la Ve République. Enfin, moi, je n'en crois rien, mais il n'en reste pas moins que c'est le président de la République qui nommera son Premier ministre. Et puis, ce qui est frappant aussi, c'est la façon dont il peut passer d'une option à l'autre avec un manque de cohérence totale. Mais c'est ça, parce que on passe de société civile à un patron, à un politicien. Enfin, François Bayrou, je me trompe pas, Christophe lui a tordu le bras alors qu'il n'avait pas du tout prévu de le nommer dans une matinée au petit matin à l'Élysée. Hier, Sébastien Lecornu a dit quelque chose d'assez étonnant. Je sais pas. Alors, il a dit c'est le président. Alors, on va mettre la citation de Sébastien Lecornu. Il dit un chemin est encore possible. Il est difficile. Les perspectives de dissolution s'éloignent. La situation permet de nommer un Premier ministre dans les prochaines 48 heures, ça d'accord, mais il dit surtout un Premier ministre qui soit déconnecté de toute ambition présidentielle de 2027. Parce qu'on voit bien que c'est ça le problème quand même. On voit bien que les injonctions à faire par exemple des coalitions à l'allemande, à faire comme nos voisins, à s'entendre, à faire un accord de gouvernement qu'on mettrait par écrit, ça ne marche pas parce qu'on est en France, parce qu'on n'est pas des Allemands, qu'on ne va pas le devenir en 48 heures, et donc parce qu'en France il y a une élection présidentielle. Et l'opinion publique considère, sans doute à raison, que c'est une élection présidentielle qui, en France, tranche les grands sujets du pays. C'est pour ça qu'Édouard Philippe essaye de se raccrocher à cette idée. Il essaie de monter dans ce train-là, qui est que, en fait, là, on perd du temps, qu'il reste 1 an et demi où on va perdre du temps, alors qu'il y a plein d'urgences nationales et internationales. C'est parfaitement vrai. Et je pense que c'est de plus en plus le ressenti de l'opinion. Et que, en effet, le retour en urgence par la dissolution, s'il donne le même résultat, c'est pareil. Non seulement on aura perdu une élection, ça aura coûté cher, on pourra pas dissoudre pendant 1 an, et il y aura toujours un président qui devra essayer de grappiller de délai de 48 heures en délai de 72 heures jusqu'à avril-mai 2027. Je pense que cette logique, elle commence vraiment à s'imprégner dans la classe politique, mais surtout dans l'opinion publique. Si on prend des gens qui ne sont pas présidentiables en 2027, alors Jean-Dominique Sénard, c'est la déclaration de patrimoine qui pose un petit problème. Villeroy de Galhau... Oui, on en trouve des tas de profils, des hauts fonctionnaires, plutôt de droite ou plutôt de gauche. On trouve des anciens, blanchis sous le harnois, qui n'ont plus d'ambition présidentielle et qui pourraient revenir. Jean-Yves Le Drian. Bon, alors il a été très macroniste, mais il a été très socialiste. Est-ce que ça a été un mauvais ministre de la Défense ou des Affaires étrangères ? Non. Ça pourrait très bien être un facilitateur de gouvernement. Je suis pas sûr qu'il en ait envie. On trouve des gens qui sont retirés, mais qui gardent une ambition. Bernard Cazeneuve. Je pense que là, les socialistes diraient, si on remet Bernard Cazeneuve en selle, on est en train de se fermer la porte. Donc je n'y crois pas. On peut aller aussi chercher plus loin, chercher dans les tréfonds de la société civile. Vous citiez un patron, on peut chercher un intellectuel, on peut tout essayer. C'est pas la culture française. Et le moment est politique. Surtout le moment est politique. C'est pour ça que moi je ne crois pas à la carte. Le moment est pas toujours politique. Mais si, bien sûr qu'il est toujours politique. C'est pour ça que quand on explique gouvernement technique, Premier ministre de la société civile, comme si quelqu'un, comme par magie, allait apaiser toute cette classe politique surexcitée qui marche comme un canard sans tête. Moi, je n'y crois pas une seconde. Peut-être que c'est la solution qui sera choisie par Emmanuel Macron. Faut pas oublier qu'il l'a envisagé. Il y a un autre homme qui a été Premier ministre pendant plusieurs jours à l'été 2024, virtuellement, qui s'appelle Thierry Baudet. C'est le président du Conseil économique, social et environnemental. Je raconte dans mon livre tous les coups de fil entre lui et Emmanuel Macron, qui est en voyage à l'étranger, qui l'appelle. Thierry Baudet est complètement stupéfait, évidemment. Et il a été Premier ministre pendant 3 jours, et c'est uniquement parce qu'un beau matin, Emmanuel Macron reçoit François Hollande et Nicolas Sarkozy, et d'ailleurs Bernard Cazeneuve, qui pensait que c'était un entretien d'embauche, plus ou moins, il leur explique qu'il va nommer Thierry Baudet. Et alors là, c'est la stupéfaction générale, et l'idée Thierry Baudet est achevée en quelques heures. Mais vous voyez, c'est pour dire comme il passe d'une option à l'autre avec une attitude, un comportement qui est très déconcertant. Il n'a pas d'amis, cet homme-là. Il n'a pas de... Ce que vous disiez sur les compagnons, les grognards de sa première campagne, beaucoup sont partis, en effet, parce que effectivement, l'exercice du pouvoir et sa conquête, ça n'est pas la même chose. Beaucoup l'ont compris. Beaucoup ont aussi compris que être dans un palais à l'Élysée avec les jeux de cour, ça n'était pas pour eux. Eux, ils étaient là pour faire un hold-up. Ils l'ont fait en 2017. Ils sont partis. Et puis, les amitiés, dans la construction, le parcours personnel d'Emmanuel Macron, qui est quelqu'un qui n'a pas eu de jeunesse, honnêtement, et qui est devenu président avant 40 ans. En effet, il n'a pas ce qu'avaient construit d'anciens présidents de la République, un Mitterrand, un Chirac, un Sarkozy, même un Hollande. Des vieux compagnonnages, des amitiés que vous gardez très anciennes, étudiantes, de jeunesse. Et des gens qui vous disent tu fais une connerie. Exactement. Ça manque dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Et ce qui me frappe, moi, pour suivre de près ce qui se passe, l'actualité présidentielle, l'actualité de l'Élysée, c'est qu'il est de plus en plus difficile de déceler
qui parle au président. On sait qu'il y a des visiteurs du soir, des gens qui lui envoient des messages, au-delà des conseillers. Il y a Pierre Charon en ce moment, il y a évidemment Bruno Roger-Petit. Mais oui, il y a des élus locaux, il y a des élus qui lui parlent. Il a un petit réseau d'élus qu'il appelle ses capteurs qui lui parlent. Il y a Clément Leonarduzzi, qui est maintenant chez Publicis, qui a été pendant plusieurs années son conseiller en communication. Jonathan Guémas, c'est son stratège présidentiel. Peut-être qu'Alexis Collère, qui fut son deuxième cerveau quelque part pendant plus de 7 ans, est encore un petit peu dans les parages. Bruno Roger, il y a des gens qui lui parlent, mais il n'y a pas cette épaisseur d'ancienneté des compagnonnages qu'ont pu avoir des anciens présidents, tout simplement parce qu'ils sont devenus présidents à 50 ans, à 60 ans, et pas à 38 ans. Blanche, oui, à ce mirage de la technicité, je partage évidemment ce que vous avez dit, ça ne peut pas exister. Ça peut exister, c'est-à-dire que l'ensemble des personnalités qu'on vient de nommer sur ce plateau pourraient effectivement être nommées Premier ministre de la France. Mais comment est-ce que l'opinion va accueillir une telle nomination ? Il faut dire, c'est une nomination politique macroniste, parce que si vous nommez un ancien président de la Banque de France ou un patron, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on assimilera d'emblée à Emmanuel Macron, parce que lui-même est proche du milieu des affaires, parce que lui-même est un haut fonctionnaire, et donc on dira, oui, c'est quelqu'un qui va mettre en place la politique austéritaire voulue par Emmanuel Macron. Donc à aucun moment dans l'opinion, la nomination d'un Premier ministre dit technique ne sera envisagée comme telle, comme ça a pu être le cas en Italie par exemple, mais bien comme le fait du prince et la décision d'Emmanuel Macron qui tient à tout prix à conserver son bilan. Donc c'est un petit peu dans cette situation-là qu'on est aujourd'hui. Et puis je tiens quand même à rappeler, on mentionne souvent l'exemple de l'Italie s'agissant des gouvernements techniques. Les gouvernements techniques en Italie, qu'est-ce qu'ils ont généré, qu'est-ce qu'ils ont engendré ? L'avènement de Giorgia Meloni. Et de Berlusconi avant. Voilà. C'est-à-dire que le retour du peuple, il est violent. Guillaume. Plusieurs choses. Bon, déjà, je suis vraiment frappé aussi par la qualité de votre plume. Il faut le dire, à quel point c'est remarquablement écrit, en même temps cruel. On sent que vous vous délectez quand même quand vous croquez en fait cette espèce On est entre la consternation et la délectation. C'est une enquête politico-littéraire en fait, sur la fin du macronisme et sur la guerre de succession qu'il engendre. Et c'est ce que vous dites d'ailleurs à la toute fin de votre texte, de votre livre. Il ne restera que la littérature, parce qu'il y a un peu de ça. Donc il y a une forme de délectation quand même dans cet ouvrage, à croquer encore une fois cet aréopage de soupirant autour de cet homme à qui personne ne parle sinon lui-même et en lui-même. J'ai été également frappé par l'accélération des événements que vous décrivez, et ça me rappelle cette une du Point. Jamais, elle date d'un mois jour pour jour. Ouais, alors vraiment celle d'aujourd'hui. Ah oui, elle m'a dit. Non, mais elle est déjà datée, vous imaginez. Et avec celle du Point d'aujourd'hui. Alors, et on a celle du Point d'aujourd'hui qu'on va mettre tout de suite. L'émission du président. Non, mais ça va. Regardez, celle de il y a combien de temps? Alors ça, c'est il y a un mois jour pour jour. Il y a un mois. Regardez celle de Guillaume. Regardez celle que montre Guillaume. Opération Le Cornu va-t-il y arriver? Et maintenant, Monsieur le Président, sortez la tête haute. Non, mais vous imaginez à quel point tout ça va extrêmement vite. Et alors certains historiens le font, ce parallèle. Je me demande s'il faut regarder, mais c'est une question que je vous pose, ce parallèle avec la 4e République, donc janvier 46, De Gaulle claque la porte. Il critique le régime des partis, c'est son expression. Et là, sort du chapeau Monsieur Léon Blum, 73 ans. Il revient des camps de la mort. Il a été envoyé aux États-Unis négocier la dette. Et boum, on le met en scène. Est-ce qu'il y a le Léon Blum 2025, il existe ou non? Alors le problème, c'est que on pourrait être en 46 ou même en 58, à la fin de la 4e République. En 46, il y avait Léon Blum, en 58, il y avait De Gaulle. Il y avait des gens effectivement disponibles, où il y avait une certaine forme d'évidence à se dire qu'ils pourraient venir, sinon sauver la patrie, du moins remettre un petit peu sur les rails ce qui n'était pas gouvernable. Et c'était pas des premiers ministres techniques. Léon Blum ou le général De Gaulle, c'était tout sauf des gouvernements techniques. Donc ce qui montre que quand les solutions existent, elles sont très politiques, avec des personnalités qui ont de l'épaisseur, qui ont de l'expérience. Non, aujourd'hui, j'avoue, je ne vois pas de Léon Blum ou de général De Gaulle. Sinon, je l'aurais écrit dans le livre. Et à la fin de mon livre, je fais un parallèle donc avec non pas le début, mais la fin de la 4e République. Parallèle que de plus en plus de personnes, bien sûr, ont à l'esprit, parce que toutes les similitudes sont frappantes. Ça va de la faillite des comptes publics à une crise algérienne. Donc vraiment, on a vraiment tous les ingrédients d'ambiance, mais politiquement, on a cette situation parlementaire qu'en réalité, deux forces encercle une troisième qui est minoritaire. Vous aviez la troisième force à la fin de la 4e République, qui était un peu ce qu'on a dans ce socle commun, qui n'est plus un socle, qui n'a rien de commun aujourd'hui. Qui n'est plus un socle et qui n'a rien de commun. Vous voyez les noms d'oiseaux. Les communistes. Ça a marché dans la 4e République. Oui, ça a pu marcher. Les communistes et gaullistes ont été tenus à l'écart pendant plusieurs années. Mais on avait quand même deux forces importantes, en effet, communistes et gaullistes, qui refusaient de participer au régime, pas seulement au programme, au gouvernement, aux coalitions. Elles rejetaient en fait
le régime. Alors c'est pas le cas du Rassemblement national, mais c'est le cas de la France insoumise. Et surtout, ça nous donne toujours c'est frappant, là, vraiment, c'est très frappant comme similitude, cette tripartition parlementaire où deux forces encerclent une troisième qui est maintenant aux abois. C'est-à-dire que quand Bruno Retailleau explique qu'il ne faut plus de Premier ministre macroniste, ça montre bien qu'en effet, ce socle n'a plus rien de commun. Il n'arrive plus à gouverner ensemble et que des deux côtés, deux autres blocs mettent une pression, non pas pour achever le régime, mais en tout cas pour achever cette troisième force minoritaire. Il y a deux aspects sur votre analyse qui me frappent, moi. C'est que la France a longtemps vécu avec l'idée que parmi les hommes d'État qui avaient eu le pouvoir, il y avait des recours possibles. Et on allait rechercher un Blum, un De Gaulle, etc. Oui. On a même été allé rechercher Doumergue après la crise du 6 février 1934. Et là, si on se tourne vers ceux qui ont exercé dans les 15-20 dernières années, vous allez rappeler qui ? Villepin, qui est devenu antisioniste, Fillon, qui a eu des soucis, Sarkozy, qui va aller en prison, Jean-Marc Ayrault. Vous ne voyez personne, il n'y a pas d'armée de réserve. La deuxième chose, c'est votre comparaison dès les premières lignes de votre livre avec la tragédie classique. Ouais. Il y a deux types de tragédies. Ça, vous adorez. Et oui, ça c'est le rayon de Christophe. Il y a la tragédie cornélienne, extravertie, on sort le sabre et on part à l'assaut. Parfois ça se passe bien, le Cid, parfois ça se passe mal, les Horaces, ça se termine par un drame familial. Et puis il y a la tragédie racinienne, où on s'enferme sur soi-même. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Exactement. Et Titus, qui Bérénice, c'est Phèdre, c'est ça. Et on finit par s'effondrer sur soi-même. Longtemps, Macron, ça a été Corneille. Jeune héros, flamboyant, sabre au clair. Et on se disait, sa fin, ça sera une tragédie cornélienne, il chutera. Non, il a été réélu. Et maintenant, on se demande si ça va pas être une tragédie racinienne. C'est Hippolyte et Phèdre. Alors ça veut dire quoi ? Développer, Christophe, parce que tout le monde n'a pas de... Ça veut dire qu'il est assassiné par ses propres enfants, et c'est le cas avec Attal et Philippe, ceux qu'il a créés, ça l'assassine. Ça veut dire qu'il s'effondre sur sa propre pensée, il ne sait plus qui il est, ce qu'il fait, il ne comprend plus ce qui se passe, et ça veut dire que ce qu'il incarne, sa vision du pouvoir, sa vision de la France, s'évapore. Et ça, c'est la fin du macronisme. Et ça, ça donne de très beaux alexandrins, ça donne des chants du cygne. La chronique de Mandin, c'est Termen qui raconte la mort d'Hippolyte. En effet, voilà, devant. Alors on est parti très très haut. Non mais c'est vrai, il y a quelque chose. Alors on peut aussi comparer Macron à Don Quichotte si on trouve d'autres rayons de la littérature. Là, il se bat contre les moulins. Je sais pas, c'est Sébastien Lecornu peut-être. Non mais il y a plein de comparaisons à faire, mais ça montre en effet ce tragique de la situation et surtout le côté qu'on perçoit tous maintenant, qui est qu'il y a un côté inéluctable, c'est-à-dire que la fin est inéluctable dans ce genre de pièces de théâtre. Oui, mais là, regardez à quel point elle est accélérée. En fait, on avait l'unité de lieu, on sait que ça se finirait mal à l'Élysée comme pour tous les présidents, ça se termine mal, tout le monde s'en va, c'est la fin de règne, c'est parfaitement normal. Mais l'unité de temps, maintenant, on ne la maîtrise plus. On ne sait pas combien il y aura de scènes et d'actes jusqu'à la fin. Il y en aura peut-être moins que prévu. Peut-être que le rideau va se baisser plus tôt et que les gens voudront un autre personnage principal avant le terme. Et Christine Lagarde, il ne pourrait pas appeler Christine Lagarde. Il a déjà essayé. Elle fait partie de ces super profils où on se dit, bah oui, quand on tient la BCE, on peut très bien faire un budget avec Olivier Faure et Gabriel Attal. Maintenant, elle revient, elle est immédiatement dans le marigot, ancienne ministre de Sarkozy, etc., etc. Donc ça ne sera simple pour personne. Vous mettez le nom de Christine Lagarde dans un bureau politique, un bureau national du Parti socialiste, vous allez voir comment ils vont réagir. Il a des drôles de rapports, on va finir là-dessus, avec ses premiers ministres. Oui. Ils peuvent très vite plus supporter. Oui. Regardez la photo de Gabriel Attal quand il apprend que le président, cette photo est incroyable, où il lui jette un regard, bras croisés, furax en fait, désarçonné par cette décision folle, non ? Complètement. Et ce que je raconte dans le livre, c'est que non seulement cette scène est photographiée par la photographe officielle de l'Élysée, qui publie les photos très rapidement après, elle est aussi filmée. Emmanuel Macron fait filmer cette scène parce que une équipe le suit pour un documentaire au long cours dont on ne sait pas trop quand il sortira, mais une équipe a filmé cette scène où Emmanuel Macron stupéfie ses plus proches, les conseillers politiques et les ministres les plus politiques du gouvernement de l'époque, en leur apprenant la dissolution de l'Assemblée. Et le rapport à ses anciens premiers ministres, en effet, Jean Castex mis à part, mais il y a une exception de Castex. Voilà, peut-être parce que Jean Castex ne nourrit pas la même ambition politique que les autres. Ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé avec tout le monde. Édouard Philippe a des phrases très dures dans mon livre sur la manière dont Emmanuel Macron l'a viré, c'est son terme, à l'été 2020. Gabriel Attal, je ne vous en parle pas. Ça a été assez peu su à l'époque, mais avec Gabriel Attal, ça a déraillé tout de suite. Au bout de quelques jours, Emmanuel Macron ne supporte plus ce Premier ministre qui prend la lumière. On a envie de lui dire, mais qu'est-ce que vous espériez d'autre d'un Gabriel Attal qui a fait de la communication son mode d'action politique principal ? Mais ça déraille
tout de suite avec Elisabeth Borne aussi. Il ne la supportait plus humainement parlant. Donc en effet, il a un rapport très compliqué au partage de la lumière. Et en fait, maintenant, on pourrait dire au partage du pouvoir, puisque le problème depuis l'été 2024, c'est aussi cette propension à s'accrocher à une fonction qu'il risque de démonétiser de plus en plus. Vous restez avec nous. On passe à la phrase qui fait du bruit. Du bruit, elle est signée Marine Le Pen. On l'écoute. Vous pourriez censurer un gouvernement qui abrogerait la réforme des retraites ? Ah oui, je censure tout, moi, là, maintenant. Tout. Tout ? Ah, tout. Même de grandes avancées comme cette abrogation ? Non, mais tout. Je censure tout. Voilà, là, maintenant, stop. La plaisanterie a assez duré, d'accord ? On fait courir les Français derrière des babales, tout ça pour gagner du temps. C'est inadmissible. Là, on ne peut pas admettre qu'on contourne à ce point les institutions de la Ve République. Donc voilà, maintenant, on siffle la fin de la récréation. En pleine crise politique, Marine Le Pen était hier à Condom d'Auvergne, au salon de l'élevage, loin des tumultes parisiens. Alors on sent surtout, je sens surtout, j'en peux plus. Louis Osalter, quelle réaction ? Au moins c'est clair, là il y a une ligne claire. Alors l'autre phrase importante qu'elle dit, c'est gagner du temps. C'est-à-dire qu'en effet, elle a raison là-dessus, Emmanuel Macron gagne du temps. On en est au deuxième délai de 48 heures en une semaine. Le premier délai, c'était pour les fameuses ultimes négociations qui en fait n'ont rien donné, parce qu'hier Sébastien Lecornu n'a même pas tranché un tant soit peu l'avenir de la réforme des retraites, ni d'ailleurs les autres sujets. Et dans la foulée de l'interview de Sébastien Lecornu hier, l'Élysée a annoncé un délai de 48 heures pour nommer un Premier ministre. Et on sait la conception des délais d'Emmanuel Macron, ça pourrait être extensible. Donc d'où l'exaspération de Marine Le Pen, mais qui joue sur l'exaspération de ses propres électeurs. À la rentrée du RN, il y a la base de Marine Le Pen, le cri c'était même pas censure, c'était Macron démission. Donc elle a une pression très forte de sa base. Elle va en effet maintenant censurer n'importe quel gouvernement. Et il y a cette stratégie un peu périlleuse quand même du Rassemblement national, qui est celle du retour aux urnes d'une manière ou d'une autre, sachant que ça n'a pas payé à l'été 2020. Qui semble être un copier-coller véritablement de ce qu'on a entendu de la part de Mathilde Panot, qui vraiment proprement emploie les mêmes mots. On censure tout, mais surtout arrêtez cette plaisanterie. Il faut arrêter cette plaisanterie. Comment est-ce que vous le regardez, ça, cette espèce de similitude des propos ? Je crois quand même il y a deux stratégies différentes. Alors que les deux partis se rejoignent sur la nécessité d'un retour aux urnes, oui, c'est vrai. Sauf que Jean-Luc Mélenchon était le premier à parler de la destitution d'Emmanuel Macron. Donc il veut vraiment. Le but de Jean-Luc Mélenchon est de renverser le régime, c'est d'avoir une 6e République. Un révolutionnaire. Voilà, pour renverser le régime, il faut avoir la peau de sa clé de voûte, qui est le président de la République. Ça a raté, puisque la destitution a été... Voilà, elle est balayée. Ce ne sera pas une destitution, en tout cas en bonne et due forme. Le vrai moyen pour du départ d'Emmanuel Macron, sous la Ve République, c'est la démission. Il y a très peu de moyens, en réalité, de le destituer. Un impeachment n'existe pas à la française. C'est fascinant que cette idée ait progressé dans ces proportions-là. Oui, exactement. Ça, c'est très frappant. La fenêtre d'Overton, comme on dit, s'élargit. C'est-à-dire une idée qui était du domaine de l'impensable il y a quelques mois, qui était cantonnée à Jean-Luc Mélenchon, à des panneaux sur des manifestations, à des invectives sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Macron démission, Macron va-t'en. Aujourd'hui, c'est un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, qui n'est pas connu pour être un révolutionnaire patenté, qui prononce ça en des termes plus polis, certes, en disant il faut qu'il programme son départ, mais le propos est exactement le même. Mais ce qui est absolument une faute de sa part, parce que d'ailleurs c'est très intéressant de comparer la stratégie de Marine Le Pen à cet égard. Marine Le Pen et le Rassemblement national, ils sont très prudents sur les appels à la démission. Pourquoi ? Parce que quand vous aspirez à occuper la fonction suprême de président de la République, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites tout pour la protéger et ne surtout pas l'abîmer ou tenter de l'affaiblir. Or, un appel à la démission, c'est créer un terrible précédent qui pourrait, si un jour vous-même vous êtes présidente ou président de la République, vous revenir en boomerang. Et donc c'est pour ça que Marine Le Pen, elle appelle au retour aux urnes, au respect des institutions et à la dissolution, et non pas à la destitution ou pire à la démission, en tout cas de façon beaucoup moins sonore, parce qu'elle sait très bien qu'ensuite c'est quelque chose dont elle pourrait elle-même être victime si elle était présidente de la République. Et je voudrais revenir quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup commenté sur les premières images, en termes de stratégie de communication, c'est quand même assez intéressant ce qu'elle a fait en début de semaine. Pendant que tous les partis étaient là à tergiverser à Matignon, elle disait regardez, moi je suis au salon de l'élevage, je suis auprès des agriculteurs, je suis auprès des Français, je suis à Cournon d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme, et regardez les autres, ils sont là rue de Varennes à répéter par psittacisme idiot
vidéo, ce qu'ils ont déjà répété depuis près d'1 an et demi maintenant. Et donc moi, je pense quand même qu'elle sort renforcée. Et son espèce de constance sur l'appel à la dissolution marque une espèce de cohérence et de permanence dans la façon dont ça s'adresse à son électorat. Et ça se voit d'ailleurs dans les sondages, puisque son parti ne cesse, en tout cas, de se maintenir, sinon de progresser. Mais Christophe, il n'y a pas une arrière-pensée un peu plus cynique chez Marine Le Pen sur la dissolution ? Oui, bien sûr, il y a, en précipitant une dissolution, l'accélération de son calendrier judiciaire. C'est-à-dire le règlement de son statut, éligible ou inéligible, par toute une série de contestations possibles devant le Conseil d'État, devant le Conseil constitutionnel. Enfin, tout l'arsenal juridique est mobilisé par le RN. Ça trancherait le problème. Si ça le tranche en sa faveur, la voilà relancée et même confortée pour la présidentielle. Pendant ce temps-là, Édouard Philippe, non seulement il commet l'erreur que décrivait Blanche sur le moment et le précédent qu'il crée, mais surtout il se trompe sur la fonction de président. Un président impopulaire pour son action nationale, bloqué dans son action en France. Mais ce n'est pas que ça, un président. C'est pas pour ça qu'il doit démissionner. Plus de la moitié de son temps et de son rôle, c'est l'international. C'est l'étranger. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Sébastien Lecornu hier soir. Lecornu hier, il dit pas « Non, faut pas qu'il démissionne parce qu'un président est élu pour 7 ans. » Il dit « Je suis encore ministre des Armées, on change pas de général dans la bataille, les temps sont durs. » Eh bien, ça donne l'impression qu'Édouard Philippe n'a pas compris la nature de la fonction à laquelle il aspire. Plus le procès en ingratitude qui se leur fait, parce que des gens peuvent dire Macron démission, c'est tout à fait le droit démocratique, chacun peut s'exprimer et appeler à la démission du président. Le problème là, c'est l'émetteur. Avoir été son Premier ministre pendant 3 ans. Mais est-ce que c'est pas le signe simplement que l'heure est très grave et que personne ne comprend ce que fait le président? Non, moi, c'est une façon d'exister dans un débat qui était totalement où la surenchère débordait, qui était totalement asphyxiée. En même temps, il avait déjà boxé, Édouard Philippe, vous le rappelez dans votre livre, juste après en fait la dissolution, donc ratée de 2024, on entre en campagne, il faut bien y aller. Et lui, sur BFM TV, le lendemain, il serait sain de se passer d'Emmanuel Macron en campagne. Et il le dit. Alors là, déjà, c'est une scène extrêmement violente qui se passe juste après la dissolution. La dissolution est un dimanche soir. Le lundi soir, Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée les chefs des principales forces politiques. Édouard Philippe, Gabriel Attal et François Bayrou sont là. Et c'est d'une violence extrême pour Emmanuel Macron. Parce que François Bayrou explique qu'il faut démacroniser la campagne. Autrement dit, tiens-toi à l'écart de tout ça, parce que sinon ça va être encore pire que prévu. Édouard Philippe dit la même chose dans cette pièce. Il le dira le lendemain à la télévision. Gabriel Attal dit pas grand-chose, mais il en pense pas moins, évidemment. Pardon, lui qui est la première victime collatérale. Vous êtes quand même là, vous faites de la politique politicienne tous. Est-ce que c'est pas le signe est-ce que c'est pas le signe que la crise, c'est plus une crise politique, c'est réellement une crise institutionnelle. C'est une crise de régime. Et que c'est une crise de régime. Pas des institutions. Les institutions, c'est pas leur faute. C'est le comportement des hommes et des femmes politiques. Mais une crise de régime. Ce que j'appelle une crise de régime, moi, c'est le blocage des institutions par les acteurs qui les manipulent. Et que donc, c'est très bien les faire fonctionner, mais pas avec la vérité. Vous leur prêtez toujours des intentions d'un cynisme épouvantable. Enfin, je pensais que c'était Guillaume qui était le ravi de la crèche sur ce plateau, mais finalement, ça va être moi. Ces hommes-là aussi, je sais pas, il y a un petit cœur qui bat. Ils voient l'état de leur pays et ils peuvent dire réellement, mais en fait, le problème, c'est Emmanuel Macron. Non ? Vous croyez pas à cette sincérité ? Le responsable, c'est Emmanuel Macron. Oui. C'est lui qui a prononcé la dissolution, c'est lui qui est aux commandes. S'il n'était que le problème aujourd'hui, ça se saurait. Le problème, quelque part, ça a été la réponse du peuple lors des législatives. Le Front républicain a évidemment été un peu une arnaque, mais le peuple a quand même suivi, il a voté. Et donc, les Français se sont mis eux-mêmes dans cette situation par leur incertitude, par leur division extrême. C'est pour ça que la dissolution est à la fois la bonne solution. Le peuple peut corriger l'erreur qu'il a commise, et en même temps, il peut la rééditer. Et là, qu'est-ce qu'on fait si on dissout et qu'on a la même équation? Alors justement, on n'aura pas exactement la même équation. On sait par exemple que le parti macroniste risque de perdre certains sièges, que le parti socialiste... Et il y a quand même, on parlait de souci de clarification il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je trouve que ce souci de clarification-là, il est à nouveau légitime. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des élus du Parti socialiste qui ont été élus sous la bannière Nouveau Front Populaire avec un programme dont ils se sont désolidarisés depuis. Donc il y aurait une forme de cohérence aussi, puisque l'offre politique a évolué en 1 an et demi, à retourner aux urnes. Et il ne faut pas avoir peur de retourner aux urnes. Autant elle était incompréhensible, la dissolution du 9 juin, autant aujourd'hui, elle serait parfaitement comprise. Elle serait parfaitement comprise, sauf que Christophe, attention, Marine Le Pen en a parlé dans le fil hier aussi de cette dissolution. Et elle a parlé des députés. Et qu'a-t-elle dit, Marine Le Pen? On écoute. La classe politique, aujourd'hui, se révèle telle qu'en elle-même. Ce qu'elle arrive parfois à cacher à l'opinion publique,
C'est-à-dire des gens qui sont prêts à se couper un membre pour conserver leur place, pour conserver leur mandat, et des gens qui, en réalité, crèvent de peur de l'élection. Ce qui, quand on fait de la politique, est quand même assez problématique. Voilà. Ils crèvent de peur de retourner devant les électeurs. Quand on est un élu et qu'on a peur de retourner devant les électeurs, il faut arrêter d'être élu. Il faut faire autre chose. Parce que le spectacle qui est donné est désespérant. De Gaulle des députés prêts à tout pour sauver leur siège, c'est notre carton rouge. Christophe, vous y revenez. De Gaulle disait « La peur est le ressort des assemblées ». Alors lui, évidemment, il pensait à l'Assemblée de 1940 qui vote les pleins pouvoirs à Pétain. Cette Assemblée de 1940, c'était celle du Front populaire. On passe du Front populaire à Pétain. Mais ce que dit Marine Le Pen, c'est la même chose. Les députés ont peur des électeurs et tout le monde a peur. Tout le monde a peur en prenant une décision courageuse en 2025 de ruiner sa carrière présidentielle en 2027. Et c'est parce qu'ils ont peur qu'ils commettent des fautes qui peut-être vont les disqualifier pour 2027. Le truc d'une dissolution, dit Marine Le Pen, parce que ça serait pour beaucoup une bérésina électorale, Blanche. Oui, les sondages le montrent, Blanche l'a dit. Enfin, en tout cas, pour le camp macroniste, effectivement, ce serait une bérésina, une nouvelle. Et c'est pour ça que il s'agite en tous sens pour essayer d'éviter ça. Sauf que qu'est-ce que ça crée dans l'opinion publique ? Le sentiment qu'ils s'accrochent au pouvoir, qu'ils veulent absolument non seulement ne pas se reconfronter au peuple, mais rester dans ce bateau, cette esquive, ce radeau de la Méduse qui va, bon gré mal gré, tenter de tenir encore le gouvernail de la France. En tout cas, ça montre que les institutions... Ça montre la puissance des institutions quand même, parce que ça montre la portée de cet article 12 qui agit vraiment comme la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire que le président peut dissoudre à tout moment l'Assemblée nationale, il peut à nouveau le faire puisque le délai d'1 an suivant la précédente dissolution est expiré depuis cet été. Et ça marche, c'est-à-dire que ça tétanise les députés. Est-ce que ça suffit pour les pousser à s'entendre et trouver un assemblage qui permet de gouverner ? Pour l'instant, la réponse est non. Mais on voit l'effet des institutions conçues par Michel Debré et le général de Gaulle, qui est assez puissant et où quand même le président a ses outils qui lui donnent une forme de prééminence, notamment sur le Parlement. Donc nous ne sommes pas que en régime parlementaire. Là aujourd'hui, ça démonétise aussi beaucoup de cette classe politique qui, vous le dites, effectivement a l'air totalement tétanisée à l'idée de retourner aux urnes. Et on en a quand même eu 2 exemples flagrants ces 48 dernières heures. C'est-à-dire que quand vous avez Elisabeth Borne, ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, qui avait fait adopter de force la réforme des retraites, qui dit que finalement peut-être on pourrait la suspendre, alors qu'il y a 1 an encore elle disait à quel point tout ça était existentiel et que le pays ne pourrait sortir de la crise sans l'adoption de cette réforme. On se dit mais qui sont ces gens qui vous disaient que quelque chose était existentiel hier et qui vous dit que finalement avec ça c'est vrai que c'est dingue. Oui, c'est ça. Mais même tout, il n'y a pas que ça sur la réduction des déficits, sur un certain nombre de choses. Comment est-ce que vous voulez que les Français ensuite aient foi en la parole politique quand vous vous auto-discréditez de la sorte en renonçant à vos propres engagements, à ce qui avait fait l'ADN du macronisme au départ et la seule réforme un peu substantielle qu'il a réussi à faire voter depuis le début de son second mandat. Et on a la même incohérence du côté des LR qui n'ont pas voté la réforme, pas tous voté la réforme des retraites en 2023. Il y en a même 19 qui ont voté la censure du gouvernement Borne sur ce sujet retraite et qui aujourd'hui nous disent ligne rouge. Si vous touchez à la réforme des retraites, ça s'en va. Non, mais c'est extraordinaire. Ce que vous êtes en train de décrire, ça donne envie de tout casser. Mais comment ça doit être interprété ? C'est quoi ? C'est un ballon sonde ? Parce qu'on ne peut pas imaginer un seul instant qu'Elisabeth Borne, qui a quand même porté cette réforme, sorte comme ça dans le Parisien en ayant une bonne idée. Il faut pas voir de complot. Ah non, mais là, en ce moment, je vous le dis, il faut pas voir des complots partout. Il n'y a pas comme nous, ils sont tétanisés. C'est quoi la... J'ai toujours préféré l'hypothèse de la connerie à celle du complot. Et évidemment, j'utilise cette phrase de Michel Rocard qui vaut tout le temps, à toute époque, en tout lieu. Elle y va dans le livre à propos de la dissolution, qui en effet, c'est une forme de complot, mais complètement ratée. Et par ailleurs, c'est d'abord une décision présidentielle avant d'être quelque chose d'ourdi de manière à faire un billard. Sur Elisabeth Borne, elle y va toute seule et autonome. Oui, tout à fait. Elle prévient juste quelques proches députés qui ensuite essaient de défendre cette idée contre les autres députés macronistes qui sont pas totalement, comprennent pas totalement cette sortie. D'ailleurs, ça dénote en effet, on passe tous les corpus idéologiques par-dessus bord. Ça dénote que même les macronistes qui s'étaient battus pour cette réforme, aujourd'hui, certains disent oui, on pourrait la passer par-dessus bord. D'autres disent on va le faire, mais c'est pas encore le moment parce qu'il faut que ce soit une victoire pour les socialistes. D'autres disent qu'il faut surtout pas le faire parce que c'est vrai, c'est la seule véritable réforme du 2e quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais en effet, quand Elisabeth Borne dit ça,
Elle le dit toute seule. Et elle va certainement pas se coordonner avec un Emmanuel Macron qui entretient le rapport qu'on a décrit avec ses anciens premiers ministres. David Elhomme, les journalistes du Monde qui étaient là hier, si je me abuse, Christophe, on dit c'est un bon soldat, elle n'aurait jamais pu faire cette sortie sans l'aval Le Monde, Le Figaro, de l'Élysée. De salle des ambiances. Deux types d'informations. Comme la première partie de l'interview était une défense du président face à la rumeur de démission, on s'interrogera. Il faut noter que le Cornu, avant que Borne fasse cette proposition, avait déjà demandé le chiffrage à Bercy sur une éventuelle suspension. Donc vous voyez, ça fuyait un peu de partout. Et d'ailleurs, hier, chez nos confrères de France Inter, Roland Lescure était assez embêté aux entournures. Il disait oui, enfin bon, c'est notre métier, c'est de chiffrer. Il n'arrivait pas à dire à Benjamin Duhamel oui, on a chiffré, oui, c'est machin. Les fonctionnaires de la Caisse nationale d'assurance également sont en train de revoir comment est-ce que cet outil informatique peut fonctionner et si on peut suspendre. Enfin, il y a quand même un certain nombre de signaux quand même. Christophe ? Pour que renvoyer les députés devant les électeurs soit fondé, je crois qu'il manque encore un élément, c'est une censure supplémentaire. À ce moment-là... Mais elle arrive, soyons patients. Attention surtout. On a eu le 49.3 avec une motion de censure. Vous ne pouvez pas dissoudre, Barnier est parti. On a eu le 49.1 avec Bayrou qui a posé la question de confiance. Et il s'est lui-même mis en péril, c'est pas la faute des députés. On n'a pas encore eu le 49.2, qui on avait eu en octobre 1962 pour renverser Pompidou, c'est-à-dire que l'Assemblée de son propre chef dresse l'échafaud pour le Premier ministre. Et là, le président est fondé à dire « Vous me guillotinez mon Premier ministre, je vous renvoie devant les électeurs ». Attendez, si je repars sur ce que disait Guillaume tout à l'heure, si on a je sens surtout de Marine Le Pen, si on a de l'autre côté Mathilde Panot... ça fait 209 au total. C'est pas mal, non ? C'est beaucoup, 209 députés qui veulent soit dissolution, soit démission, soit les deux. Mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Non. Donc le prochain Premier ministre, il suffit qu'il n'ait pas 289 contre lui. Donc il faut qu'à ces 209 censeurs abonnés, il y en ait 80 qui s'ajoutent. Si vous prenez LR plus Horizon, vous n'êtes pas loin. Si vous prenez comme Premier ministre un socialiste pur et dur qui vous fait le programme commun, là, il y a droit. C'est pour ça que quand le PS dit il nous faut un Premier ministre socialiste ou écologiste, il se trompe, c'est pas la bonne décision. Il faut quelqu'un qui soit marqué à gauche intellectuellement, mais pas politiquement. Il y a un élément sur lequel j'aimerais beaucoup vous entendre, Louis. Ça fera d'ailleurs la transition avec la deuxième partie de l'émission. Mais vous avez un chapitre, le diplomate et le banquier. Vous soulignez un paradoxe qui est quand même incroyable, c'est que tout chef des armées qu'il est, le président Macron, il a doublé le budget du ministère de la Défense. C'est l'histoire d'un homme qui n'a pas eu sa guerre. Il n'a pas eu sa guerre, pas comme Hollande, pas comme Sarkozy en Libye, Chirac ici en ex-Yougoslavie ou encore François Mitterrand, la guerre du Golfe, il n'a pas eu sa guerre. C'est ça le problème d'Emmanuel Macron. Alors, je ne pense pas que ce soit le problème principal, mais en effet, c'est une phrase de François Hollande d'ailleurs. Il dit Macron n'a pas fait la guerre. C'est une différence, c'est un constat de sa part, c'est pas forcément un jugement, mais ça explique peut-être certaines choses. On sent en ce moment qu'Emmanuel Macron est dans la phase postérité de son quinquennat. On verra ce qu'il en reste sur le plan intérieur. Il joue son héritage. Mais voilà, sur le plan, il est obsédé par ça comme ses prédécesseurs. On peut lire comme ça des gestes comme la reconnaissance de l'État de Palestine. Ce sont des choses qui resteront comme est resté le nom de Jacques Chirac à la guerre en Irak en 2003. Chirac non seulement a fait la guerre, mais il a aussi refusé la guerre avec panache. Et ça, c'est resté dans les mémoires. Emmanuel Macron, c'est vrai, n'a pas ce geste-là. Et pourtant, il passe plus de 50% de son temps sur la scène internationale à appeler Donald Trump, à participer à des sommets, à se rendre aux quatre coins du monde. Et pourtant, on ne décèle pas ce qui, dans son action diplomatique, 2020, nous sommes en guerre. Il a eu sa guerre. Voilà, ça c'est la guerre. Et tout le monde a compris que c'était pas une guerre, pas une vraie, que d'ailleurs une autre guerre était peut-être à nos portes. Mais pour l'instant, il n'a pas cranté, j'allais dire, comme disent les communicants, cet élément-là dans son. Alors il y en a un autre qui l'a cranté, cet élément-là de la guerre. C'est Donald Trump. On en parle dans un instant après la pause. Louis Osalter, je vous remercie infiniment d'être passé sur le plateau de Dans toute liberté. La foudre et les cendres. On recommande tous la lecture de ce livre, Macron, les secrets d'une succession interdite, un livre vraiment fantastique, formidable à lire. Se dévore en une nuit. Allez, à tout de suite sur LCI. De retour sur le plateau Dans toute liberté pour cette lueur, on espère dans la nuit. Regardez ces images qui nous sont parvenues de la Maison Blanche, c'était hier soir. Guillaume, vous nous commentez ça ? Le président il est en conférence de presse, le président des États-Unis, voilà. Et là, tout à coup, en fait, le secrétaire d'État s'approche de lui, va lui souffler un mot à l'oreille. Monsieur le Président, soyez le premier. Il lui a glissé une note et cette note, évidemment, la presse américaine s'est réjouie que de zoomer sur ce qui était inscrit. Monsieur le Président, validez votre
post-Truth Social, donc son réseau social, soyez le premier à annoncer cet accord historique. Alors elle est géniale, cette image aussi, parce que elle se superpose à une image précédente, il y a 24 ans, le 11 septembre 2001, vous vous souvenez, George Bush était le président des États-Unis. Dans la maternelle. Il était dans une maternelle, un homme vient lui souffler à l'oreille quelque chose de dramatique, de colossal. 2 avions viennent de s'encastrer dans le World Trade Center à New York, et c'est l'attentat monstrueux commis par Al-Qaïda du 11 septembre. 24 ans plus tard, cette image historique, là aussi, elle se superpose, sauf qu'on annonce un accord, là aussi historique. Il faut quand même peser ces mots, qui mettra fin à une guerre probablement de 2 ans. Alors regardez cette autre vidéo, cette mise en scène qui a été aussi publiée dans la nuit par la Maison-Blanche. On l'écoute. Président Trump, vous êtes le meilleur du monde. Qu'avez-vous à dire au président Trump ? Merci à tout le monde. Voilà, c'est le président Trump qui annonce aux familles d'otages que les otages vont être libérés probablement lundi. On est en direct avec Bethsabée Salem. Bonjour Bethsabée, vous êtes place des otages à Tel Aviv. Quelle est l'ambiance en ce moment, ce matin, en Israël ? L'ambiance en Israël et particulièrement sur cette place des otages, elle est incroyable, et pas que ce matin, depuis le milieu de la nuit, depuis que cette annonce d'un accord a été publiée. Des centaines d'Israéliens, des proches d'otages aussi, qui sont venus ici se rassembler, être ensemble, célébrer quelque chose qu'ils ont espéré pendant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on attend cela, me disait le fils d'un otage, qui souligne qu'il y a aussi des sentiments mitigés, puisque son père, quand il a été enlevé, était encore en vie. Donc beaucoup d'émotions ici. On voit enfin sur les proches des otages des sourires, des larmes de joie. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça en Israël. Concrètement, dans les heures qui viennent, le gouvernement devrait valider cet accord. Et puis, si tout va bien, selon la presse israélienne, les 20 otages vivants qui sont entre les mains du Hamas devraient être libérés. Lundi devraient être rendus à Israël les corps d'otages qui ne sont plus en vie. Peut-être pas tous, puisque selon le Hamas, il serait difficile de les localiser. Puis à noter que sur le terrain aussi, l'armée israélienne se prépare à reculer vers une première ligne de retrait, donc selon les termes de l'accord qui a été signé entre Israël et le Hamas il y a quelques heures. Merci beaucoup Bethsabée Salem, vous êtes correspondante TF1-LCI en Israël. Guillaume, une réaction de l'Élysée ce matin. Le président de la République, il y a 36 minutes, sur son réseau social, non, pas le sien, sur X, le réseau social d'Elon Musk, pardonnez-moi. Espoir immense pour les otages et leurs familles, pour les Palestiniens de Gaza, pour la région. Donc il salue effectivement cet accord qui est historique, il faut bien le dire, qui a été conclu entre le Hamas et Israël, parce que le président des États-Unis a réussi à tordre le bras à toutes les parties au conflit, au Hamas, le forçant à s'asseoir à cette table et finalement à déguiser son narratif comme il le voudra bien, mais ça n'est ni plus ni moins qu'une capitulation. Vous savez que sur ce plateau, on n'a pas le droit d'utiliser le terme narratif. Bon, alors son récit, de communicant. Le récit qu'il voudra bien enrober comme il le souhaite, le Hamas capitule, puisqu'il va être liquidé politiquement et qu'il va être désarmé. Ça prendra nécessairement du temps, il habillera ça comme il veut, mais ça n'est qu'une capitulation, et fort heureusement. Vous croyez vraiment, Guillaume ? En tout cas, ce sont les termes de l'accord tel qu'il a été conçu par Donald Trump. Effectivement, il y aura sa faisabilité. Et maintenant, tout commence. C'est un point de départ. Mais comme on dit en anglais, et là, je vais paraphraser Monsieur Trump, first thing first. On commence d'abord avec les premières choses. Et ensuite, on avance. Soulagement immense, on doit s'en réjouir. C'est la fin d'un calvaire monumental pour tous les innocents qui ont subi cette guerre. Les vieillards, les femmes, les enfants palestiniens qui ont été effectivement bombardés, les otages qui ont croupi dans des... Et les massacres du 7 octobre, parce qu'on en a pas parlé, parce qu'on est submergé par l'actualité. Les otages qui ont croupi dans les tunnels du Hamas, et toutes ces familles qui en Israël ont encore des blessures qui sont ouvertes lorsque le 7 octobre 2023, des terroristes du Hamas sont venus tirer sur la foule, des jeunes, des kibbutzim, comme on tire sur du gibier. Ça a laissé des plaies béantes qui sont ouvertes et qui pourraient peut-être enfin se refermer et permettre à cette société israélienne d'aller de l'avant au moment où les otages, espérons-le, rentreront. Soulagement immense, il faut le dire également, pour les Gazaouis, les innocents, pris en étau entre la férocité extrême de l'armée israélienne et le cynisme mortifère du Hamas. Blanche.
Soulagement immense, et effectivement la libération des otages va tout changer. C'est-à-dire que côté israélien, les choses sont plus du tout de la même nature, et la dynamique pour les étapes qui vont suivre, à mon avis, sera totalement différente. Et puis vous le disiez, Trump quand même, lui pour le coup, n'est pas, ce calendrier-là n'a pas du tout été construit par hasard. On est quand même 2 jours après le terrible anniversaire des attentats terroristes du 7 octobre, et on est aussi à la veille, souvenons-nous-en, de la remise du prix Nobel de la paix qui aura lieu demain. Je ne dis pas qu'il l'aura, mais en tout cas, on voit bien aussi à quel point ces perspectives-là, l'une et l'autre, ont, je pense, accéléré et permis effectivement pour le meilleur, et je crois qu'il faut le répéter parce que c'est plus important aujourd'hui, l'immense soulagement et la perspective de la libération des 20 otages qui restent, dicté peut-être aussi par ce calendrier-là. Christophe, il s'attribue un peu tous les mérites, les présidents Trump, forcément. Si cet accord est signé, il en est l'artisan quand même, non? Il a raison. Bien sûr, il en est l'artisan. Je dirais plus qu'il en est le forgeron, parce qu'il a poussé les feux dès son arrivée à la Maison-Blanche en janvier pour obliger Israël à changer de stratégie. On l'écoute quand même, parce qu'il a toujours cette façon de parler. On l'écoute de cet accord. Le secrétaire d'État vient de me faire parvenir une note m'indiquant que nous sommes proches d'un accord au Moyen-Orient. Ils vont avoir besoin de moi assez vite. Donc je ne vais pas prendre beaucoup d'autres questions. Oui, alors c'était pas cet extrait que le premier cessez-le-feu. 3000 ans de trucs avec une emphase totale. Donc il en est responsable. Le premier cessez-le-feu, c'était juste après son arrivée à la Maison-Blanche. Ça a été rompu par Netanyahou qui a changé de stratégie jusqu'à la faute commise du bombardement au Qatar. Et là, Netanyahou fait une faute et il est pris en tenaille entre l'initiative française de reconnaissance de la Palestine qui entraîne beaucoup de pays et Trump qui lui dit maintenant c'est fini, c'est mon plan, on va reprendre. Et là, on est en train d'arriver à l'aboutissement d'une phase Trump. Attention, c'est pas fini. Le cessez-le-feu, la libération des otages, l'arrêt des bombardements, c'est formidable. Mais la véritable fin, le véritable succès de Trump, ça sera la démilitarisation du Hamas, la reddition du Hamas, le départ du Hamas de la bande de Gaza. Mais ça, c'est possible? C'est la phase 2, normalement. Si c'est pas le cas, l'armée israélienne reprendra son offensive d'autant plus virulente qu'il n'y aura plus d'otages menacés. En tout cas, c'est le plan de paix tel qu'il a été établi par Donald Trump et son administration en 20 points qui prévoit effectivement la liquidation politique et militaire du Hamas qui devra rendre les armes. Certains de ses dirigeants pourront peut-être prendre, comme à l'époque de l'OLP, prendre la poudre d'escampette et partir je ne sais où, en Algérie, en Tunisie ou ailleurs. C'est le plan, de toute façon, de Donald Trump. Maintenant, effectivement, il y a la mise en œuvre. Mais je voulais rebondir sur ce que Christophe... partent en Algérie, en Tunisie ou ailleurs, c'est nous qui allons nous les fader après? Le Mossad s'en occupera. Ah. Voilà. C'est effectivement dans la grande tragédie. Les vrais responsables du 7 octobre qui ont encore échappé. Dernier, ceux qui ont fomenté des attentats terroristes monstrueux, ça s'est toujours révélé vrai dans l'histoire. Mais ceci dit, Monsieur Trump, le président des États-Unis, a dit que tout le monde soit rassuré, tout le monde sera traité justement, équitablement. Mais je voulais simplement rebondir sur ce que disait Christophe Barbier d'un mot. Le bombardement du Qatar, effectivement, a été un game changer, comme on dit en mauvais français, parce que les pays arabes ont beaucoup contribué à tordre le bras à qui ? Au Hamas, justement. Et il a une relation très très spéciale. Iran, bien sûr. Donald Trump, alors c'est un pays musulman, mais qui n'est pas un pays arabe. C'est encore une autre chose. Mais Donald Trump, il a une relation spéciale avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et évidemment les Émirats Arabes Unis, avec lesquels il a construit et conclu des contrats faramineux. Et évidemment, à travers ce plan de paix, lorsqu'il tord le bras à Netanyahou, il sert également les intérêts de l'Amérique et ses propres intérêts. As usual. As usual. Il y a de l'espoir donc dans cette région du monde. Il y a un autre espoir à Paris, dans le 5e arrondissement, ce soir à 18h. Il y a de l'espoir, justement. C'est l'homme de l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter entre donc ce soir au Panthéon. Vous pourrez suivre la cérémonie en direct TF1 LCI, bien sûr. Il partage le caveau avec Condorcet, un grand humaniste, militant de l'abolition de l'esclavage, des droits des femmes. Il sera galerie Nord, pas loin des résistants. Jean Moulin, Germaine Tillon. Caveau numéro 7, Christophe. Juste un mot pour finir. Le 31 mars 1872, Victor Hugo écrit dans son journal « Il n'y avait plus qu'un seul bourreau pour toute la France, il vient de mourir. Quand donc la guillotine mourra-t-elle » Génial. La peine de mort avait été abandonnée, pas abolie, mais abandonnée en février 48. Ça a duré quelques mois.
Et là, il a fallu attendre 109 ans après le rêve de Hugo, pour que Robert Badinter puisse réaliser ce rêve en faisant abolir la peine de mort. On a commencé cette émission avec Patrick Bruel, Casser la voix pour Léa Salamé, et là on finit place au grand homme. Place à ce grand homme. Exactement, ça va être un beau moment. Alors une espèce de parenthèse artificielle ou non aussi dans le chaos politique qu'on est en train de vivre. C'est la 5e panthéonisation d'Emmanuel Macron, qui est quand même féru de politique mémorielle, et donc il y a un immense décalage quand même avec l'instabilité et la rapidité avec lesquelles les premiers ministres s'enchaînent, et puis ce désir de corréler son bilan à une forme d'éternité et de postérité politique. Je pense qu'on sera tous très attentifs à essayer de lire entre les lignes dans les discours du président de la République pour y trouver de potentiels échos avec la sortie de crise. Christophe, si je fais de la politique politicienne, il ne va pas nommer le Premier ministre avant la panthéonisation, donc c'est pas pour aujourd'hui. Non, c'est pour demain vendredi, au mieux s'il tient la promesse des 48 heures, mais les nominations de Premier ministre, c'est comme les gardes à vue, les 48 heures sont renouvelables. Guillaume, un petit mot sur Badinter. Pour boucler la boucle avec ce qui s'est dit sur ce plateau, et en effet, la peine de mort, c'est quand même le procès de Patrick Henry 1978. Il y a Boquillon qui est son avocat avec lequel il fait équipe, qui défend en fait Patrick Henry, et lui il le dit lors d'une plaidoirie qui est monumentale, magistrale, fabuleuse. Moi je me bats contre la peine de mort, et effectivement cette boucle que vous faites, Christophe, entre Victor Hugo, le dernier jour du condamné, oui, fin de la peine de mort, et puis ce combat qu'il mène à l'Assemblée nationale. Il a l'honneur devant la représentation nationale, dit-il, de demander aux députés de voter la fin de la peine de mort. C'est assez fabuleux. Merci beaucoup, merci à tous les trois. On se retrouve demain à 9h en toute liberté, dans un instant, carte sur table avec Doucan, mais tout de suite le journal de Sylvia Amicone.